Donc, heu, là, je voulais faire, donc le cours sur, la deuxième partie du cours sur l'argumentation, qui va essentiellement consister à faire un exercice sur un texte de Platon que, j'ai mis, en ligne sur, le site Iris. Je ne sais pas si vous y avez accédé. Si, vous ne l'avez pas vu, allez sur la page Iris, en dessous, du lien, Zoom pour ce cours, vous avez un lien vers un texte, PDF. Donc c'est le texte sur lequel on va travailler. Je sais pas, je l'ai mis, tout à l'heure parce que je me suis dit que ça serait bien si vous pouviez le lire avant, mais si vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave, on va le travailler ensemble. Donc ça, c'est l'exercice d'application, ce qu'on a vu sur l'argumentation. Mais auparavant, je voulais corriger, l'exercice que vous avez fait sur, la problématisation et en profiter pour, déjà vous, indiquer comment, faire un plan de dissertation. Donc, je ouais, je vais essayer, là, pour l'instant, on a juste vu des morceaux de dissertation, mais là, j'aimerais essayer de vous donner un cadre, plus général pour que vous voyez un petit peu où est-ce qu'on va et comment est-ce que ça va être utile pour vous, ce qu'on est en train de faire. Donc, on va prendre les 4 sujets les 4 sujets que je vous avais donnés. Hein, donc, faut-il réaliser tous ses désirs? Suis-je responsable de ce que je suis? La justice se mesure-t-elle à l'égalité? Et faut-il toujours dire la vérité? Alors, juste, j'avais, donc qu'est-ce que c'est, poser un problème? Alors, est-ce que quelqu'un veut rappeler ce que c'est, poser un problème dans une dissertation? Hein, ce qu'il faut faire en introduction? Parce que non, personne? Ah donc, qu'est-ce que c'est, poser, un problème? Donc c'est ce que vous devez faire en introduction, d'une dissertation. Poser un problème, c'est montrer pourquoi la question est difficile. C'est pas poser une question, c'est essayer de répondre à une question et montrer qu'il est difficile de répondre à la question. Donc poser un problème, c'est, montrer la difficulté, d'une question et c'est quelque chose qui est très particulier en philosophie puisque c'est la seule discipline dans laquelle vous commencez par vous plaindre de la difficulté du sujet qu'on vous a donné. Hein, donc quand vous faites, des maths, vous pouvez pas dire: «Non mais vraiment ce sujet il est très, très, très compliqué, si j'arrive à le résoudre, je suis extrêmement fort», vous pouvez pas faire ça. Par contre en philosophie, c'est ce qu'il faut faire. C'est qu'il faut montrer que la question qu'on vous pose, c'est pas une question facile et que c'est pas une question qui vient de nulle part. Hein, donc c'est ça poser le problème, c'est montrer que la question est difficile et comment est-ce qu'on fait pour montrer que la question est difficile? Il faut montrer qu'on peut, y répondre de 2 manières opposées, heu, mais également justifiées. Alors, c'était une manière de poser le problème qu'on avait vu, c'est que poser le problème, c'était donner un certain nombre de propositions qui sont toutes également vraies ou qui sont toutes également justifiées, mais qui sont incompatibles les unes avec les autres. Donc poser le problème, c'est, donc, ouais, peut-être que je vais retirer mon fond là parce que ça disparaît un petit peu. Bah, c'est pas grave, en même temps, c'est mon petit côté surnaturel qui s'exprime, par là. Hem, donc, Le, oui, non, donc qu'est-ce que c'est poser un problème? C'est montrer qu'il y a une série de propositions, d'énoncés qui semblent vrais, mais qui, si on les met ensemble, sont incompatibles les unes avec les autres. Hein, c'est ce qu'on avait vu dans le cours sur le problème. Et donc, ce que je voulais faire, ce que vous n'avez pas toujours bien compris dans les exercices que vous avez fait en TD, c'est j'attendais de vous que vous fassiez sur, heu, les sujets, c'est que vous essayiez de poser le problème, donc de trouver des propositions qui sont liées à la question et qui sont mutuellement incompatibles. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bah, tout simplement, alors voilà, sur le premier sujet, faut-il réaliser tous ses désirs? Bah, faut-il réaliser tous ses désirs? Vous avez 2 propositions qui sont incompatibles. Premièrement, il faut réaliser tous ses désirs. Deuxièmement, il ne faut pas réaliser tous ses désirs. Donc si ces 2 énoncés semblent également vrais, alors il y a un problème. Vous pouvez pas juste répondre comme ça facilement. C'est pas comme si je vous demande quelle heure il est, vous pouvez pas me dire: «Bon, bah, il est, 13h07, mais en même temps, il est peut-être, 18h23». Hein, il y a pas de, c'est une question qui est facile, il y a pas de problème parce que vous savez tout de suite quelle est la réponse. Il y a pas soit vous savez, soit vous savez pas, mais si vous savez, il y a qu'une seule réponse possible. Par contre, faut-il réaliser tous ses désirs? Si vous réfléchissez vraiment sincèrement à la question, nécessairement, vous allez voir qu'il y a à la fois des arguments en faveur de la réponse «oui», il faut réaliser tous ses désirs et des arguments en faveur de la réponse opposée. Et que quand vous réfléchissez sur la question et que, parfois vous allez vous dire: «Ah mais oui, c'est vrai, il faut réaliser tous ses désirs». Et puis à d'autres moments, vous allez dire: «Non mais cette idée de réaliser tous les désirs, ça a pas de sens». Donc vous avez si quand vous réfléchissez sur cette question-là, les 2 réponses, les 2 thèses, oui, il faut réaliser tous les désirs et non, il ne faut pas réaliser tous les désirs, semblent en réalité l'une et l'autre justifiées.
Et donc, qu'est-ce que c'est poser le problème? Donc, c'est identifier les deux propositions incompatibles, mais c'est aussi montrer pourquoi elles sont justifiées au premier abord. Pourquoi est-ce que, quand, vous considérez, ces 2 réponses, bah, chacune d'elles a des arguments en sa faveur. Donc qu'est-ce que c'est poser le problème? Ici, pour un sujet de dissertation, c'est, faire 4 phrases. Hein, il faut faire 4 phrases. Première phrase, c'est, la thèse ou c'est la réponse «oui». Deuxième phrase, c'est un argument pour la réponse «oui». Troisième phrase, c'est la réponse «non» et quatrième phrase, c'est un argument pour la réponse «non». Donc ici, en l'occurrence, vous avez 4 phrases à faire pour poser le problème, c'est tout. Hein, après ces 4 phrases, il faut qu'elles qu'elles résultent de l'analyse du sujet, mais bon ça on viendra plus tard. Mais juste, voilà, donc c'est ça que je voulais, et donc si, on prend le sujet: «Faut-il réaliser tous ses désirs?» Bah, poser le problème, donc c'est dire, «Oui, il faut réaliser tous ses désirs». Pourquoi? Bah, pourquoi? Parce que si, on réalise pas, alors c'est un argument que je peux donner, je pourrais donner d'autres arguments, mais si on réalise pas un désir, on va souffrir et la souffrance, c'est une mauvaise chose. Donc si j'ai un désir qui n'est pas réalisé, même si j'ai réalisé tous mes désirs sauf un, je suis sur une île déserte, et en plus j'ai la chance de faire un cours de philosophie, donc je suis complètement satisfait. Mais juste à ce moment-là, j'ai un désir qui n'est pas satisfait, j'ai soif. Bah, malgré, cet état de plénitude, totale, cette soif peut suffire à me gâcher, une situation qui est, a priori parfaite. Donc il suffit que j'ai un désir pas réalisé pour que j'ai une frustration et pour que, les situations les plus parfaites, en réalité, soient détruites, hein. Si vous, je sais pas, vous vous mariez, avec quelqu'un et puis quelqu'un vous met du poil à gratter dans votre dos, bah, même si c'est, le moment le plus beau de votre vie en théorie, vous allez pas pouvoir vous empêcher d'avoir envie de vous gratter et de gâcher cette journée. Donc, il suffit qu'il y ait un désir qui ne soit pas réalisé, même si tous les autres sont réalisés pour que, il semble qu'on n'atteigne pas le bonheur. Et donc il semble que, faille réaliser tous les désirs. Donc ça, c'est ma donc mes 2 pre j'ai fait mes 2 premières phrases. Donc première phrase: «Il faut réaliser tous les désirs». Alors pourquoi? Heu il faut réaliser en effet, donc il suffit d'un seul désir non réalisé pour éprouver une souffrance et donc pour, être, mis en situation d'inconfort, voire de malheur, hein, ou en tout cas d'incapacité à être heureux. Là, c'est mes deux phrases. Est-ce que quelqu'un veut essayer, pour les 2 phrases suivantes? Oui, allez-y. Kimaya, vous voulez essayer? Comme je vous vois. Raphaël? C'est quoi la phrase? Bah, donc là, on est en train de poser le problème. Donc j'ai fait la moitié du problème sur, faut-il réaliser tous ses désirs? Ah donc, 1re, réponse, c'était, non, oui, il faut réaliser tous ses désirs parce qu'il suffit que j'ai un seul désir non réalisé pour éprouver une insatisfaction et donc pour ne pas être dans un état de bonheur réel. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Ensuite, bah, là, il vous reste à faire la deuxième partie. Non, il ne faut pas réaliser tous ses désirs, Ouais, car très bien. réaliser ses désirs peut amener un déplaisir plus grand, chez un tiers. Voilà, très bien, hein, donc là, vous avez alors peut-être juste pour, être un peu formel, donc 1re phrase, c'était la thèse ou l'antithèse, hein, c'est comme on veut et ensuite, bah, vous pouvez ajouter un mot de liaison car, réaliser tous ses désirs peut, provoquer une insatisfaction encore plus grande que, celle de la satisfaction des désirs. Ah d'accord, bah, là, on a le problème en entier. Donc c'était Voilà. vraiment pas des Comment? questions qu'il fallait poser. C'était Non, vraiment non, pas une non. question qu'il fallait poser, c'était vraiment, oui, des propositions. Tout à fait, hein, donc poser le problème, c'est pas poser une question. Il faut vraiment distinguer question et problème. Poser un problème, problématiser, c'est, montrer que, des propositions, des affirmations contraires et justifiées, face à une même question sont possibles. Hein, donc c'est pour ça qu'on a envie de réfléchir. Parce que sinon on n'aurait pas envie de réfléchir. Si je connaissais tout de suite la réponse à cette question-là, ça serait complètement absurde de passer 4 heures ou 7 heures ou même toute ma vie, comme le font les philosophes, à réfléchir sur cette question. Si c'était évident, on n'aurait pas envie de réfléchir. Donc c'est normal que la réflexion, elle commence par poser un problème parce que c'est ça qui fait que vous allez avoir envie de réfléchir et que c'est pas absurde de passer du temps à réfléchir. En fait, c'est comme un problème de maths où, la question est implicite à la fin, quoi. Où on dit: «Ouais, Hem c'est vrai» et à la fin, comment on se dépatouille de cette contradiction? Mais on Alors, la pose pas.
Bah là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une ressemblance avec un problème de maths, mais ce n'est pas exactement pareil, au sens où là, ici, la question, elle précède le problème. C'est-à-dire que la question, c'est faut-il réaliser tous les désirs? Et le problème, c'est le fait qu'il y ait deux réponses opposées et qui semblent également justifiées à la question. Donc, si vous voulez, vous avez la question et le problème, c'est après la question ici. Hein. Après, vous avez malgré tout des nouvelles questions que vous pouvez poser pour résoudre le problème. Mais ici, en l'occurrence, c'est d'abord la question et le problème, c'est deux réponses opposées et également justifiées à première vue à la question. D'accord? Alors, bah, j'ai besoin d'une courageuse ou d'un courageux pour le deuxième, deuxième sujet. Suis-je responsable de ce que je suis? Je veux bien essayer si personne se... Bah, comme il y a 30, c'est gentil, hein, mais comme il y a 30 personnes ou 43 personnes, je pense qu'il y a quand même plus qu'une personne courageuse sur 43 personnes. Des gens qui lèvent la main aussi, monsieur. Vous m'entendez? Oui? Allez-y. Oui. Il y a des gens qui lèvent la main. Je ne sais pas si vous avez Ah, pardon. Alors, une visibilité là-dessus. ah oui, Eva? Merci. Du coup, suis-je responsable de ce que je suis? Oui, j'en suis responsable parce que ce sont mes actes qui définissent qui je suis. Ouais, d'accord. Et non, je ne suis pas responsable parce que c'est mon passé, les prédispositions dans lesquelles je suis venue au monde qui définissent qui je suis et j'en suis pas responsable. Voilà, hein, très bien. Donc là, vous avez donné des deux thèses et puis un argument pour chacune des thèses. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, bah, d'un côté, on a l'impression que on est nous-mêmes le résultat de nos actes, qu'on prend des décisions qui déterminent qui on est. Et puis d'un autre côté, on a l'impression qu'on ne l'est pas parce que on choisit pas où est-ce qu'on est, on choisit pas non plus notre éducation. Hein, vous dites pas à vos parents, non mais là, cette éducation, j'en veux pas, je veux pas devenir la personne que vous êtes en train de fabriquer. Non, hein, vous subissez jusqu'à un certain point les décisions des autres. Et donc, de ce point de vue-là, vous n'êtes pas responsable de qui vous êtes. Donc voilà, donc effectivement, là, exactement, c'est une bonne problématisation. Alors, j'ai besoin d'une courageuse ou d'un courageux pour le troisième sujet, la justice se mesure-t-elle à l'égalité? Je ne sais pas s'il y a des mains levées. Mais là, en fait, normalement, dans une salle de cours, là, si je vous regardais comme ça, vous seriez hyper mal à l'aise et vous vous sentiriez obligé de lever la main, mais j'ai l'impression qu'avec le Zoom, vous vous sentez protégé et que ça ne marche pas du tout, mon truc, du silence un peu, parce que surtout, il y a tous ceux qui sont... Bon, bref. Donc, du coup, je vais demander à Raphaël, puisqu'il était motivé pour... La justice se mesure-t-elle à l'égalité? Alors j'avais mis que la justice avait besoin d'égalité pour être appliquée, mais qu'on pouvait observer des sociétés où il y avait un système de justice et qui était pourtant très inégalitaire. Alors, vous avez donné des arguments intéressants, mais il y a un défaut dans votre problématisation. C'est quoi? Un défaut tout bête, hein, c'est vraiment pas... Les mots de liaison? Même pas les mots de liaison, en fait. Prenez vraiment le temps de faire une phrase pour la thèse et la thèse contraire. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes allé directement aux arguments. Donc, il faut vraiment que vous ayez 4 phrases et prenez le temps de formuler complètement la thèse. Hein, pas juste oui, non, mais voilà. Donc, du coup, la première thèse, c'est la justice se mesure à l'égalité. La thèse opposée, c'est la justice ne se mesure pas à l'égalité. Et après, donc, vous avez donné 2 arguments. Alors, j'ai l'impression que votre première... Vous pouvez répéter votre premier argument pour la justice se mesure à l'égalité? Que la justice avait besoin d'égalité pour s'appliquer. Ouais, d'accord. OK. Et puis, donc l'argument opposé, pour la thèse opposée, pour dire Qu'il que... existait des sociétés très inégalitaires avec pourtant un système judiciaire qui fonctionnait. OK, très bien. Est-ce que quelqu'un a une idée de la manière dont on pourrait résoudre ce problème qu'a posé Raphaël? Il y a une petite astuce là qui permet de résoudre tout de suite le problème, sans passer 4 heures à faire une dissertation.
disant que la justice n'avait pas besoin d'une égalité absolue pour fonctionner. Alors, non, c'est pas, pas exactement ça. En fait, le mot justice, là, vous l'avez employé en deux sens différents. C'est-à-dire que vous avez employé justice au sens d'une valeur morale et d'un autre côté, justice au sens d'une institution. Du coup, ça fait un bon problème, mais il est vite résolu. Parce qu'il suffit juste de vous dire, oui, mais là, vous ne parlez pas de la même chose. Hein, une société qui serait très inégalitaire, en fait, on pense que c'est une société qui est injuste, même s'il y a un système judiciaire. Et en un sens, on peut avoir un système judiciaire qui est injuste. Hein, donc, du coup, on peut dire qu'il y a une justice qui est injuste. Pourquoi? Parce que le mot justice n'est pas employé au même sens dans le sujet et dans le prédicat. Voilà, donc il faudra peut-être trouver un meilleur argument. Mais alors peut-être qu'on pourrait, bon, je vous donne un argument qu'on trouve chez Aristote, hein, dans l'Éthique Nicomaque, qui voilà, je dis ça juste pour vous le renvoyer à ce texte-là, parce que c'est un texte qui est génialissime sur la justice, dans le livre 5 de l'Éthique Nicomaque. Et en fait, Aristote fait tout simplement remarquer qu'il y a des situations où l'égalité est injuste. Par exemple, si vous passez tout l'après-midi à fabriquer, à faire un gâteau, et que ensuite la personne, une personne arrive à la fin, elle met juste un tout petit peu de sucre glace sur le gâteau, et puis qu'à la fin elle vous dit bon, on coupe en deux le gâteau, hein, puisqu'on a participé tous les deux, vous allez avoir un sentiment d'injustice. Donc à chaque fois que vous avez égalité, c'est pas forcément signe de justice, ça peut même être signe d'injustice. Donc c'est un tout petit exemple, mais ça suffit à faire l'argument. Quatrième sujet, pardon, faut-il toujours dire la vérité? Est-ce que quelqu'un a une... Oui, si vous voulez. Oui, je veux bien. Ouais. Elie. Dire la vérité est un devoir, enfin oui, dire la vérité est un devoir. Non, dire la vérité n'est pas un devoir, c'est une option. Alors, juste là, il faut pas juste dire oui, il faut pas juste dire non, il faut répéter toute la thèse. Il faut redire toute la thèse. D'accord. J'ai Alors, pas la thèse sous les yeux. faut-il toujours dire la vérité? Toujours dire la vérité est une option. C'est ça que vous entendez par répéter la thèse? Oui, c'est ça, mais là, vous n'êtes pas en train de formuler la thèse exactement qui correspondra à la Oui, réponse. d'accord. Ok, faut-il toujours dire la vérité? Mais c'est-à-dire que, en fait, cet exercice, je le comprends mal parce que pour moi, on pose une question et derrière, on me demande de répondre oui et non. Du coup, j'ai l'impression que c'est trop simple. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'est trop facile dans le sens où on me dit faut-il toujours dire la vérité ou faut-il réaliser tous ses désirs? Et j'ai vraiment l'impression que l'exercice, c'était du coup répondre oui et non. Alors, Et en partie, vous avez raison, en partie, c'est ultra facile parce que là, donc, à la différence avec un sujet plus compliqué comme les sujets d'agrégation où ça va être un mot, hein, par exemple, obéir, ça peut être. Là, les sujets que vous avez en licence, c'est des sujets où vous avez des questions et donc vous avez déjà les affirmations et les négations dans la question. Mais déjà, juste formuler la question sous forme d'affirmation, c'est déjà difficile. Donc, essayez déjà de le faire, cette chose-là. Allez-y, Elie. Essayez juste de... Donc, faut-il toujours dire la vérité? Oui, il faut toujours dire la vérité. Oui, et puis sur la réponse non? Non, il ne faut pas toujours dire la vérité. Ouais, d'accord, très bien. Donc, c'est pas si facile que ça. Déjà, là, il y a possibilité de se planter. Mais bon, c'est vrai que c'est pas ultra compliqué. Après, il faut que vous ajoutiez autre chose pour qu'il y ait le problème. Parce que là, vous avez juste 2 phrases. Donc, il vous manque encore 2 phrases pour avoir le problème. Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Il me manque 2 phrases. Ouais. Oui, du coup, oui, il faut toujours dire la vérité, car dire la vérité est une option. Car dire la vérité est un devoir, pardon. Ouais. Non, il ne faut pas toujours dire la vérité, car dire la vérité est une option. Ok, alors du coup, là, formellement, vous avez un problème complet, hein, parce que vous avez, donc ça c'est bien. Après, on peut critiquer les arguments. On peut soit critiquer la formulation des thèses, soit critiquer les arguments. Est-ce que les arguments vous semblent... Ah, je vois une main levée. Magnifique. Kimaya, oui, vous avez une... Oui.
En fait, moi, j'aurais voulu le formuler d'une autre façon. Faut-il toujours dire la vérité? Oui, parce que c'est un devoir. Non, parce que ce n'est pas une obligation. Alors, en fait, oui, c'est une bonne reformulation de ce que dit Ellie, c'est la même chose, hein, mais c'est une reformulation où vous utilisez le mot devoir et obligation, hein, qu'on peut prendre, utiliser de manière interchangeable. Et du coup, enfin, là, donc je pense que vous êtes d'accord avec Ellie, enfin, c'est une reformulation de ce qu'il disait, mais si je vous demande qu'est-ce que ça signifie, faut-il dire la vérité? Comment est-ce que vous traduiriez le faut-il de faut-il dire la vérité? Euh, je peux répondre? Oui, oui, allez-y, Jean. Ouais. Moi, en fait, c'était juste pour dire que j'aurais plutôt parlé, faut-il toujours dire la vérité? Oui, il faut toujours dire la vérité pour établir une confiance. Et Alors, là, vous êtes en train d'aller un tout petit peu trop vite. On va reprendre ce que vous dites après. Ah. Mais d'abord, dans un premier Oui. temps, j'aimerais qu'on critique d'abord ce que vous avez entendu. Si vous voulez donner votre réponse, il faut d'abord vous montrer celle qui précède n'était D'accord. pas bonne. Donc, D'accord, oui. et c'est comme ça qu'on progresse, hein. C'est ça que moi, j'essaie de vous encourager à faire, c'est qu'il faut vraiment vous écouter les uns les autres, trouver une critique et puis après proposer. Donc, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas dans l'argument de Kimaya et dans celui d'Eli? Qu'est-ce qui vous semble… pourquoi est-ce que vous vous dites, vous avez plutôt envie de donner un autre argument? Parce qu'en fait, je trouve que c'est peut-être pas assez précis de parler de devoir par rapport à quoi. Ok, c'est pas assez précis, c'est vrai. Akram, peut-être que vous avez une réponse aussi? Oui, bonjour. Par rapport à ce qu'il disait, je pense que c'est-à-dire un devoir dans le sens où est-ce qu'il faut prendre en conséquence ce que nous allons dire va peut-être la manière avec laquelle il va être interprété par rapport à la personne qui va, elle, recevoir la vérité sans pour autant la vouloir peut-être. Alors, C'est nous qui ouais, décidons. vous êtes dans votre spécialité, là, vous êtes tout de suite dans les choses compliquées. Là, si on reste vraiment simple par rapport à la critique, en fait, si je vous dis, faut-il toujours dire la vérité? Faut-il, vous traduiriez comment si vous deviez trouver une autre formulation? Avons-nous le choix de dire autre chose que la vérité? Alors, avons-nous le choix? C'est C'est pas le choix, oui. plus précisément, faut-il toujours dire la vérité? Si je pose la question, c'est… Doit-on? Ouais, voilà, doit-on? Et doit-on, c'est est-ce que c'est un Ouais. devoir? Du coup, si vous me donnez comme en fait, si vous reformulez, la thèse, c'est est-ce que c'est un devoir de toujours dire la vérité? Et donc, si ensuite vous donnez l'argument, c'est un devoir de dire la vérité parce que c'est un devoir de dire la vérité, en fait, vous n'avez pas donné un argument, vous avez juste reformulé la thèse. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison que, effectivement, là, c'était pas un vrai argument, c'était juste une reformulation. Hein, et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut trouver un argument qui soit plus précis, au sens où c'est un argument qui n'est pas redondant, qui n'est pas une tautologie, hein. Il faut dire la vérité parce qu'il faut dire la vérité. Alors, je vois Eva qui lève la main. Pour moi, le faut-il, ça nous ramène aux conséquences. Quelles sont les conséquences si on dit la vérité et quelles sont les conséquences si on ne dit pas la vérité? Alors, vous avez raison, j'ai essayé un peu de vous embrouiller, hein, au sens où, quand on dit faut-il, il y a même trois sens, hein, de faut-il. La fin. Voilà, premièrement, c'est faut-il dans un but déterminé? Faut-il, est-ce que c'est un devoir? Et faut-il, est-ce que c'est nécessaire? C'est-à-dire que si je vous dis il faut absolument que j'aille boire un verre d'eau, ou c'est que c'est juste nécessaire pour moi. Si je vous dis il faut que je fasse mes exercices, c'est que c'est un devoir. Si je dis il faut que je fasse du sport, c'est parce que c'est bon pour… Alors après, je pense que quand même dans le contexte de faut-il dire la vérité, je pense que je ne vous ai pas tant embrouillé que ça, au sens où je pense que l'interprétation légitime de la question, c'est au sens de devoir. Pourquoi? Parce que quand on ne veut pas dire la vérité, c'est parce qu'on a un objectif. Donc la question, c'est est-ce que ça peut être… Enfin, la question, elle est intéressante, si vous voulez, faut-il dire la vérité quand la question, c'est est-ce qu'on a le droit? Est-ce que ça peut être légitime de ne pas dire la vérité? Ou est-ce que c'est vraiment, c'est toujours mal de mentir? Ah, donc voilà, mais c'est vrai qu'on pourrait prendre le sujet d'une autre manière et à ce moment-là, l'argument ne serait pas totalement redondant. Hein? Voilà, On donc… pourrait parler de la qualité de la vérité aussi. Pardon? On pourrait parler de la qualité, du coup, de la vérité, c'est-à-dire, oui,
il faut dire la vérité parce que la vérité est bonne. Non, il ne faut pas dire la vérité car la vérité n'est pas bonne. Alors, Ou oui, mais on part sur une autre thèse. non, bah après, c'est ouais, enfin, disons que la vérité est bonne et pas bonne. Il faudrait encore, c'est aussi ambigu que il faut dire la vérité parce que c'est bonne. Est-ce que c'est bon moralement? Est-ce que c'est bon pour soi? Donc, du coup, votre argument, il ajoute rien par rapport à. Enfin, pour moi, c'est pas. Enfin, on retrouve la même ambiguïté, donc c'est pas vraiment un argument qui me semble voilà, apporter quelque chose. Du coup, Alors. monsieur, j'ai pas compris c'était quoi l'argument du non, il fallait pas dire la vérité. Alors, bah, en fait, on n'a pas donné d'argument, je crois, hein. On n'a pas donné, on a juste donné. Donc, maintenant, c'est Jean peut-être peut donner ses arguments parce que je crois qu'il était sur une piste intéressante. Oui, alors moi, bon, j'avais pensé à plusieurs choses, mais par exemple, c'était oui, il faut toujours dire la vérité parce que ça permet d'établir un lien de confiance avec les autres. Mhm. Et non, ensuite, non, il ne faut pas, on n'est pas obligé de toujours dire la vérité parce que ça ne va pas nécessairement détruire ce lien, ça dépend des situations. Ok. Après, Ok. Donc, faudrait, en c'est fait, pas très précis. ouais, non, mais Voilà. pour que votre argument il soit, pour que vos arguments ils soient juste suffisants pour faire une introduction, il faudrait juste que vous donniez un exemple de situation où on peut dire la vérité, de situation où il semble qu'on ait le droit de dire la vérité, de situation où il Ben, semble que ce soit une mauvaise chose de dire la vérité. il y a l'argument je pensais aussi à l'argument de Kant sur la vérité. Ouais. Enfin, je crois, si je me souviens bien, qu'il disait que même pour protéger quelqu'un de la mort ou un truc comme ça, ben, il faut quand même pas mentir, quoi, par Alors, au exemple. moment où vous problématisez, n'utilisez pas les auteurs. Parce que, sauf, Ah, enfin, en tout cas, ne les citez pas. Parce que oui. là, ce que dit Kant, Ah, c'est un vrai d'accord. paradoxe, hein. Quand il dit si jamais vous avez des Oui, gens qui, dans une tyrannie, frappent à ma porte, que je cache mon ami dans la cave et qui me demandent si l'ami est dans la cave, je dois leur dire oui, oui, il est dans la cave, allez-y. Voilà, donc, et c'est vrai que c'est un paradoxe. Donc, Kant a de bonnes raisons de dire ça. Hein, c'est pas, mais il faut vraiment, pour expliquer, il ne faut pas partir de ça. Ce n'est pas une thèse qui sert de point de départ. Voilà, donc je vois deux mains levées. Akram, vous vouliez. Oui, je peux donner des exemples si, Oui, allez-y. par rapport à la première thèse qui est de dire la vérité est un devoir. euh, je me dis qu'il y a certaines circonstances où dire la vérité peut être peut être extrêmement utile dans un contexte judiciaire, par exemple, où dire la vérité peut nous sauver ou peut sauver les autres en tant que témoin, par exemple. Ou dans un autre cas où une personne malade, dire la vérité devient le fait de ne pas la dire, qui est elle-même une chose morale, c'est-à-dire s'abstenir à dire à une personne mourante au moment où elle peut avoir un plaisir quand même pour elle, de lui dire qu'elle est mourante, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est ça un très devient bon un exemple. acte Un très bon exemple. C'est un très bon exemple. complètement Donc, je dirais que pour la thèse, on est obligé de dire la vérité. On peut, en fait, on n'est même pas obligé de passer par un exemple. Je pense que ce que disait Jean est suffisant. C'est-à-dire que c'est vrai que si on commence à mentir, ben, on détruit la relation de confiance. Mais pourquoi est-ce qu'il semble qu'on n'est pas toujours obligé de dire la vérité et que parfois on a même une sorte d'obligation de ne pas la dire? C'est dans le cas où dire la vérité, ça nuirait à l'autre, ça nuirait à autrui. Et c'est vrai que ça existe. On ne ment pas toujours pour soi-même. Donc voilà, peut-être qu'on peut s'arrêter là. Attends, je vais juste lire les questions, je vais essayer de répondre rapidement. Donc, Unaïda, je pense que cela peut dépendre de nos croyances si on devrait dire la vérité. Alors, c'est vrai que ça dépend de nos croyances, c'est-à-dire que chacun a son système moral, mais on commence à faire de la philosophie quand on essaie de trouver la bonne croyance. C'est-à-dire que on peut, enfin, on a le droit d'avoir les croyances qu'on veut, mais on peut se tromper sur nos croyances. C'est-à-dire que je peux croire que je suis un dinosaure, j'ai le droit de le croire, hein, c'est pas illégal. Mais par contre, c'est faux. Enfin, j'espère. Voilà, donc ça c'est pour cette question. Alors ensuite, Yanis qui fait une question très longue. Ok. Ok, donc là, vous ne répondez pas trop enfin, c'est pas trop lié directement avec ce qu'on faisait, donc je vais passer. Et Nicolas, exemple d'une thérapie psychologique
où le psychologue ne dit pas tout à son patient pour le bien-être. C'est voilà, c'est un petit peu le même exemple que celui d'Akram, hein, effectivement. Voilà, alors juste très rapidement, parce que j'aimerais quand même faire l'exercice sur Socrate, je voulais vous dire… Oui. Attendez, parce que là, ça, je ne sais pas d'où ça vient. Non, j'allais… oui, c'est Gilani. Attendez, je vais essayer de mettre intervenant pour voir qui parle. Oui. Oui, Oui, Gilani, allez-y. vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui, j'allais dire qu'on peut parler aussi de vérité politique, où parfois, par exemple, l'État peut décider de cacher des choses. Alors, au peuple. oui, hein, c'est un cas comme un autre, effectivement, de cas où la question, c'est celle même qui est déjà… Alors bon, voilà, hein, je vous demande de ne pas faire des références à des auteurs, mais moi, j'arrive pas à m'empêcher de le faire. Mais en tout cas, c'est sur cette question du mensonge d'État, vous avez Platon. En fait, c'est traité déjà dans la République de Platon, où il fait une théorie du beau mensonge, c'est-à-dire du mensonge qui est fait pour le bien public. Il y a des choses qu'il faut cacher pour le bien, enfin, selon Platon. Voilà, mais bon, on va pas… le but, c'est pas de faire dissertation, donc j'aimerais qu'on arrête là le débat sur la vérité. Par contre, j'aimerais revenir à la question de savoir s'il faut réaliser tous ces désirs pour vous dire comment on peut concevoir un plan. Hein, mais je vais vraiment faire ça en 5 minutes, en 3 minutes. Comment faire un plan de dissertation. Sur un sujet comme celui-là, faut-il réaliser tous ces désirs? Le plan est très, très simple à faire. Donc, et en fait, en général, le plan est simple à faire. Qu'est-ce que c'est un plan de dissertation? Bah, c'est tout simplement l'examen de plusieurs hypothèses de réponse. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est que vous ayez 3 parties. Hein, donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même très attendu. Donc, 3 parties. Et qu'est-ce que ça signifie 3 parties? Ça signifie que à la question qui est posée et au problème que vous avez posé, bah, il faut envisager 3 solutions possibles. 3 hypothèses de réponse. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut que vous reteniez. Un plan de dissertation, c'est examiner différentes hypothèses de réponse. Et les hypothèses de réponse qui ont le plus de sens, évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bah, pour une raison très simple. C'est que, par exemple, faut-il réaliser tous ces désirs ou Dieu existe-t-il? Hein, pour prendre un sujet plus direct, Dieu existe-t-il? Bah, si vous voulez résoudre cette question-là, si vous voulez vous pouvez répondre à la question simplement par vos émotions, par votre culture, etc. Hein, Dieu existe-t-il? Bah, si j'ai été éduqué dans une culture religieuse, je vais croire que Dieu existe, sinon je peux croire que Dieu n'existe pas. Mais si vous faites de la philosophie, vous ne voulez pas vous contenter de simplement énoncer vos opinions. Vous voulez plus que ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Bah, vous voulez être capable de donner des raisons pour votre opinion. Et comment est-ce que vous faites pour avoir donné des raisons pour votre opinion? Bah, c'est en examinant les opinions qui sont différentes de la vôtre. Donc le travail qui consiste à examiner différentes hypothèses de réponse, il est fondamental pour l'effort qui est celui des gens qui font de la philosophie. C'est-à-dire que si, au lieu de répondre immédiatement par mes tripes à la question, bah, je dois répondre avec mon esprit. Et comment est-ce que je fais pour répondre avec mon esprit? Bah, j'examine différentes possibilités de réponse et je vais essayer de montrer que les autres réponses que la mienne ne sont pas bonnes. Mais quand je fais ça, je vais essayer d'être le plus honnête possible. Je vais essayer de trouver les meilleurs arguments possibles pour la thèse, les thèses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, si je suis croyant, bah, je vais essayer de trouver les meilleurs arguments possibles pour la thèse sur laquelle Dieu n'existe pas. Et après, je vais essayer de répondre. Et donc, la réponse à laquelle j'arrive, c'est la mienne, mais c'est la mienne après examen des réponses des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est cette idée du plan en 3 parties ou en 4 parties, mais examiner plusieurs hypothèses de réponse avant d'arriver à sa réponse, c'est l'essence même de l'effort philosophique. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie. C'est pour ne pas juste donner sa réponse, mais c'est du point de vue émotionnel, c'est pour être capable de donner une réponse argumentée. Et qu'est-ce que c'est donner une réponse argumentée? Bah, ça consiste à montrer que les autres réponses sont moins bonnes que la nôtre. Donc, c'est vraiment l'objectif fondamental de la philosophie, c'est de faire ça. Monsieur, Alors, oui, Eva? du coup, la première partie, ça ne va pas être nécessairement oui, mais plus l'opinion qu'on a nous. Alors, pas forcément. La contre-opinion, pardon, pour après dégager la nôtre. Voilà, moi je dirais que la meilleure stratégie, c'est de partir de l'opinion que vous trouvez la plus mauvaise, et puis la dernière opinion, c'est la vôtre. Hein, voilà. Après, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez aussi commencer par donner votre opinion, ensuite donner la thèse opposée, qui s'oppose à votre opinion, et puis essayer de montrer comment votre opinion peut répondre à la thèse opposée. C'est une possibilité aussi. Hein, donc, voilà, mais en tout cas, vous devez terminer quand même sur votre opinion, ça semble normal, ça semble logique.
Voilà, alors maintenant, comment est-ce que vous faites un plan en 3 parties sur ce sujet-là? Faut-il réaliser tous ces désirs? Bah, en fait, on a déjà 2 réponses possibles, 2 hypothèses possibles, puisqu'elles sont déjà formulées dans le problème. Donc, oui, il faut réaliser tous les désirs. Non, il ne faut pas réaliser tous les désirs. Et comment est-ce que vous avez 3 parties sur un sujet qui consiste à poser une question fermée? Hein, faut-il réaliser tous les désirs? C'est oui ou non, mais il n'y a pas 3 parties. Bah, en fait, pour répondre à cette question-là, il faut juste réfléchir sur une situation qui va, j'espère, vous arriver à toutes et tous très bientôt. C'est au moment de Noël où on vous tend un paquet de chocolat, hein, de chocolat Léonidas, très très bon chocolat avec plein de chocolats différents. Bah, là, la question, elle se pose exactement de la même manière. C'est faut-il manger tous les chocolats? Hein, faut-il manger tous les chocolats? Donc, la première réponse qui est la mienne, évidemment, c'est il faut tous les manger, oui. Hein, pourquoi? Parce que c'est bon le chocolat et s'il y en a un que je ne mange pas, je suis frustré. Mais si je réponds non, il ne faut pas manger tous les chocolats parce que je suis quand même un peu civilisé, je me dis qu'il y a d'autres personnes qui voudront le chocolat, etc. Bah, si je dis non, il ne faut pas manger tout le chocolat, en fait, c'est une réponse qui est ultra ambiguë. La réponse oui, elle est très claire. Hein, je prends tous les chocolats et je les ingurgite. Là, je sais ce qu'il faut faire. Par contre, si je décide non, il ne faut pas manger tous les chocolats, bah, je suis bien embêté. Parce que si on me tend une boîte de 2 kilos de chocolat, ne pas manger tous les chocolats, ça veut soit dire manger 1 kg, 0,9999 grammes de chocolat, sauf un, ou soit ça veut dire en manger aucun. Quand je dis non, il ne faut pas manger tous les chocolats, c'est aussi bien il faut en manger 0 qu'il faut manger tous les chocolats sauf un. Donc, l'affirmation il ne faut pas manger tous les chocolats, en fait, elle est très, très ambiguë. Hein, parce que si j'ai 1000 chocolats dans la boîte, ou non, peut-être, là, je suis en train de me lâcher un petit peu trop, mais si j'ai 50 chocolats dans la boîte, bah, combien j'ai de réponses à la question non, il ne faut pas manger tous les chocolats? J'en ai 50. Hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sauf la réponse manger 50 chocolats. Donc, en fait, si la thèse suivant laquelle il faut manger tous les chocolats, elle correspond à une quantité déterminée, 50 chocolats. Par contre, la thèse suivant laquelle non, il ne faut pas manger tous les chocolats, elle correspond à 50 thèses. La thèse 0, c'est la thèse numéro 1, c'est il faut manger 0 chocolat. Thèse numéro 2, il faut manger un seul chocolat. Et donc, je peux faire une dissertation avec 51 parties, hein, si je veux, sur ce sujet, en réalité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, bah, pour trouver des hypothèses de réponse, sur la question de savoir s'il faut réaliser tous les désirs, bah, vous avez la réponse oui, il faut réaliser tous les désirs. Hein, alors, là aussi, je vous donne une référence que vous pouvez travailler, qui est très utile, c'est dans le Gorgias, à la fin du Gorgias, un personnage Calliclès qui défend ça. Il dit il faut réaliser tous les désirs. Si je ne réalise pas un seul désir, c'est que je n'ai pas une vie heureuse. Donc, mais par contre, si je dis il ne faut pas réaliser tous les désirs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, voilà, je réalise tous mes désirs, mais sauf un seul désir. Par exemple, j'ai très très envie d'aller casser la vitre chez le voisin. Bah, c'est le seul désir que je ne vais pas réaliser. Par contre, le désir de casser toutes les voitures, de faire la fête pendant 300 jours sans interruption, etc., tout ça, je vais le réaliser. Et par contre, quand je dis non, il ne faut pas réaliser tous les désirs, ça peut aussi signifier que je suis un ascète, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de lutter contre ses désirs et que je vais essayer de jeûner pendant 40 jours sans dormir pour essayer de me purifier. Donc, la personne qui dit non, il ne faut pas que je réalise tous mes désirs, c'est à la fois la personne qui fait la fête pendant 40 jours et puis la personne qui jeûne pendant 40 jours. C'est une thèse qui est trop ambiguë. Du coup, comment est-ce que vous faites pour avoir 3 parties? Bah, c'est très simple. Il faut prendre les 2 thèses les plus radicales, partir des 2 thèses les plus radicales. La thèse la plus radicale, c'est il faut réaliser tous mes désirs. La deuxième thèse la plus radicale, c'est il faut en réaliser aucun. Donc, pareil par rapport au chocolat. Je mange tous les chocolats, j'en mange aucun. Et si ces 2 thèses sont fausses, bah, vous savez que c'est forcément dans l'intervalle qui est la bonne réponse. Donc, vous avez éliminé les thèses extrêmes et ça démontre que la bonne réponse, elle est dans le milieu. Donc, du coup, là, pour faire un plan très simplement sur il faut réaliser tous les désirs, bah, il faut avoir comme première hypothèse, oui, il faut réaliser tous les désirs. Deuxième hypothèse, non, il faut réaliser aucun désir. Hein, pas juste, il ne faut pas réaliser tous les désirs, non, il faut réaliser aucun désir. Et donc là, il y a des philosophes qui ont soutenu ça, peut-être que vous en connaissez un. Ouais, Épictète, par exemple.
Hein, les stoïciens, on pourrait soutenir qu'ils pensent qu'il faut réaliser aucun désir, il faut agir que par devoir. Et troisième réponse, donc c'est troisième réponse, c'est s'il ne faut pas les réaliser tous et s'il ne faut pas les réaliser, il ne faut pas en réaliser aucun, il faut en réaliser certains. Donc là, je ne dis pas si c'est 3 ou 98, mais il faut en réaliser certains. Alors juste, donc ça, j'ai déjà fait les 2 premiers points que je voulais faire sur le plan. Donc premièrement, c'est 3 hypothèses de réponse. Deuxièmement, donc, la réponse négative, elle est ambiguë et il faut distinguer différentes manières de répondre non. Troisième point, c'est que quand je vous dis il faut que je réalise certains désirs, donc ma troisième partie, si je vous dis ça, vous êtes dans la même situation que quand vous êtes face à votre boîte de chocolat, vous avez dit bon, je ne vais pas tout manger parce que je vais passer pour un gros égoïste et j'ai déjà pas bonne réputation dans la famille, donc je ne le fais pas. Deuxième hypothèse, vous dites bon, alors je ne vais pas tout manger. Est-ce que je vais en manger aucun? Non, là, je serais vraiment un crétin. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas profiter un petit peu pendant que les autres s'empiffrent, hein? Donc, vous éliminez la deuxième hypothèse. Mais une fois que vous avez éliminé ces 2 hypothèses-là, c'est là où c'est la question intéressante. C'est que vous dites, mais finalement, il faut que j'en mange quelques-uns ou certains. Et la question, c'est pour ça que c'est toujours émotionnellement très, très violent, hein, de devoir choisir dans une boîte de chocolat, parce que la question, c'est lequel il faut que vous choisissiez. Si vous devez en choisir 1 ou 2 ou 3, il faut que vous déterminiez juste avec l'apparence lequel va vous donner le maximum de plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Là, vous avez une intense réflexion qui consiste à essayer de trouver des critères qui vous permettent de savoir quel chocolat choisir. Donc, par exemple, vous allez dire, moi, j'aime le chocolat au lait, donc voilà, ça permet déjà d'éliminer une partie des chocolats. Après, j'aime bien les chocolats avec une petite noisette là par-dessus qui est en train de bomber. Bon, voilà, il me reste encore 10 à choisir. Après, j'aime bien les chocolats qui ont une forme rectangulaire, hein, avec un peu de ganache dessus. Bon, et à la fin, j'arrive à 2-3 chocolats et je peux me comporter de manière civilisée. Donc, du coup, la question dans la troisième partie, si vous dites, je vous ai vu, hein, je finis juste mon petit topo, Marcos ou Marco, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc, oui, fleur de sel, très, très, très bonne suggestion. Donc, ah oui, où est-ce que j'en étais? Ah oui, voilà. Donc, finalement, dans votre troisième partie, si vous dites qu'il faut réaliser certains désirs, la question, c'est lesquels? Et donc, en fait, la question qui est intéressante, c'est quels critères? Sur la base de quels critères on va choisir les désirs à réaliser? Et là, vous avez plusieurs théories possibles. Hein, par exemple, Épicure, il vous propose une théorie, il vous dit qu'il faut réaliser des désirs naturels et pas réaliser des désirs non naturels. Et c'est là où on est dans un travail qui est vraiment intéressant philosophiquement. C'est le moment où on essaie de faire des catégories, hein, de trouver des critères qui nous permettent de distinguer 2 catégories d'objets pour répondre de manière subtile à la question. Pas juste tout ou rien, mais de trouver une manière de distinguer entre ceux qu'il faut réaliser et ceux qu'il ne faut pas réaliser. Donc, c'est mon troisième point et j'ai terminé mon topo et je vais laisser Marco poser sa question. Donc, finalement, votre troisième partie, elle consiste à dire que ce n'est pas tout, ce n'est pas rien, mais du coup, elle consiste à poser une nouvelle question, c'est celle de trouver quel est le critère qui vous permet de savoir quand est-ce qu'il faut réaliser un désir et quand est-ce qu'il ne faut pas réaliser un désir. Ou la question qui consiste à essayer d'identifier quels sont les désirs qu'il faut réaliser et quels sont ceux qu'il ne faut pas réaliser. OK ? Voilà, donc ces 3 points, vraiment, retenez-les. Ça vous donne un cadre pour… alors, je vais reprendre la question Marco, après on va essayer d'appliquer ça aux autres sujets, mais c'est comme ça que voilà, vous pouvez très facilement trouver un plan pour les différentes dissertations. Allez-y, je vous écoute. J'avais une question par rapport… Est-ce qu'on peut nuancer une thèse pour faire une troisième partie? En gros, première partie, en gros dire non, il ne faut pas manger tous les chocolats. La deuxième partie, c'est dire oui, il faut manger tous les chocolats. Et la dernière partie, du coup, c'est dire oui, il faut manger tous les chocolats, mais seulement un par jour parce que ça détruit ma santé. Est-ce qu'on peut nuancer une thèse pour, au final, faire 3 parties? Alors, donc, dans votre formulation, donc, vous avez, votre première partie, c'était non, il ne faut pas manger tous les chocolats. Et du coup, c'était une thèse qui était ambiguë, hein, parce que si vous dites non, il ne faut pas manger tous les chocolats, on ne sait pas si il faut en manger, enfin, encore une fois, un 0 ou tous sauf un. Donc là, il faudrait que vous, si je reformule ce que votre… donc ça serait, il faut manger aucun chocolat, il faut tous les manger, et après, il faut en manger un par jour. Donc, ça pourrait être une solution, hein, je pense.
mais en fait, vous répondriez quand même non. Ça serait une manière de répondre non. À la fois, il ne faut pas manger aucun chocolat, il ne faut pas manger tous les chocolats. Et ça serait une manière aussi intéressante de répondre au sens où vous remettez en question le présupposé de la question, où j'ai présupposé qu'il fallait tout de suite, voilà, c'est tout de suite soit tout, soit rien. Donc, c'est une manière, effectivement, c'est une manière de dire qu'il faut manger certains chocolats et de poser une nouvelle question, c'est à quel rythme on mange les chocolats. Est-ce que, voilà, et donc là, c'est une manière d'éviter les deux réponses extrêmes aussi. Donc, en fait, ce que vous appelez nuancer, c'est exactement ce que je propose de faire. C'est dire il faut manger certains chocolats, ou en tout cas, il ne faut pas être ni dans la réponse radicale aucun, ni dans la réponse radicale tout, mais trouver une voie intermédiaire. Voilà, donc après, ce que vous vous dites, c'est qu'il faut quand même manger certains chocolats ouais. Après, pas forcément si vous avez la boîte que pour vous. Là, vous pouvez dire je vais tout manger, mais donc, oui, le critère de votre distinction, ça serait est-ce que je mange tous les chocolats? Oui, en fait, vous diriez à la fois oui, il faut manger tous les chocolats, mais il faut les manger dans le temps. Et non, il ne faut pas manger tous les chocolats dans le moment présent. Donc, vous faites intervenir une distinction qui vous permet de concilier le oui et le non. Donc, ça serait en fait, ça serait vraiment excellent. Voilà. Bon, après, vous n'aurez pas ce sujet-là, malheureusement, ça sera quand même plus compliqué, mais en plus, c'est une réponse que je trouve très sage. Voilà, à méditer. Élie, vous aviez une question? Oui, juste une petite question, enfin une petite remarque. Je ne sais pas du tout si je suis à côté de la plaque, mais j'ai l'impression du coup que vous placez le oui comme quelque chose de simple, c'est-à-dire réaliser ses désirs est égal à bouffer tous les chocolats. C'est clair, carré, précis, et derrière, ça va être le non qui nous intéresse. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais j'ai cru entendre ça quoi, dans ce que vous disiez. Mais par exemple, je veux dire, enfin, j'arrive pas à voir la conciliation entre réaliser tous ces désirs et manger tous les chocolats. C'est-à-dire que je peux être pleinement satisfait et avoir réalisé... Enfin, mon désir peut ne pas être de bouffer 5 kilos de chocolat d'un coup, quoi, si j'ai 5 kilos devant moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, disons que là, c'était juste un exemple. Donc, je ne présuppose pas que tout le monde parmi vous est un glouton comme moi et que tout le monde veut manger tous les chocolats quand il voit une boîte. Mais donc, c'était juste pour l'analogie. En fait, c'est ce que je veux dire, je ne vais pas dire que c'est plus simple. En fait, l'idée de simplicité, elle ne portait pas sur le fait de réaliser tous les désirs, elle portait sur la thèse. C'est-à-dire que la thèse sur laquelle je dis oui, il faut réaliser tous mes désirs, elle est plus simple parce que je n'ai pas à poser la question de savoir, mais lesquels. Là, c'est juste mécanique. Hop, j'ai un désir, hop, j'essaie de le réaliser. Par contre, si je pose la question de savoir lesquels, je suis obligé d'établir voilà, une classification et d'avoir une attitude qui est plus différenciée par rapport aux différents désirs. Je ne peux pas juste si je suis l'ascète aussi bien que l'hédoniste radical, l'ascète, celui qui veut réaliser aucun désir, l'hédoniste radical, celui qui veut réaliser tous les désirs, sont tous les deux dans une situation qui est très confortable intellectuellement. Je ne dis pas que c'est facile d'être ascète, c'est très difficile d'être ascète. Mais par contre, au niveau, au niveau philosophique et au niveau de la complexité de sa thèse, elle est très simple. C'est désir, je ne réalise pas. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire par simplicité. Ça portait sur la thèse et pas sur l'action elle-même. Alors, je crois que j'ai un peu surestimé notre capacité à aller vite, mais bon, c'est bien parce que c'est mieux de ne pas aller vite et qu'il y ait des questions que de faire beaucoup de choses et puis que de toute façon, ça passe, vous ne compreniez pas. Mais donc peut-être que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de prendre les 3 autres sujets de dissertation et essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire un plan sur le modèle que je viens de donner, pour voir si… Donc, faut-il toujours dire la vérité? Quelles seraient les parties qu'on pourrait trouver sur le modèle que je viens de donner? Je affiche tout le monde. Faut-il toujours dire la vérité? Ça serait quoi vos parties? Est-ce qu'il faut dire ce qu'on pense? Proposer un plan de dissertation. Donc, oui. Je peux essayer si vous voulez. Oui, allez-y. Je prends juste. Oui, il faut toujours dire la vérité. Ouais. Non, il ne faut jamais dire la vérité.
Et la troisième partie, qu'est-ce qu'on va dire? La vérité est à nuancer. Parfois, il faut dire la vérité, parfois, il ne faut pas la dire. Voilà, parfois il faut dire la vérité, parfois il ne faut pas la dire. Et du coup, si vous appliquez le dernier point, parce qu'il y avait 3 points dans mon... c'est que là, dans votre troisième partie, c'est qu'il y a des circonstances où il faut dire la vérité et des circonstances où il ne faut pas la dire. Et donc, quelle est la question qu'il faut vous poser? Quels sont les critères qui me permettent de juger si je dois dire la vérité ou non? Voilà, très bien. Donc, est-ce que je peux trouver un critère qui me permet de savoir quand est-ce qu'il faut dire la vérité, quand est-ce qu'il ne faut pas la dire? Et tout à l'heure, on a trouvé assez spontanément un critère avec Akram, c'était que le critère qui est employé, c'est est-ce que c'est pour le bien d'autrui ou pas? Hein, j'ai le droit de dire la vérité quand c'est pour le bien d'autrui, et je n'ai pas le droit de dire la vérité quand c'est pour éviter de me faire punir ou je ne sais pas. On pourrait escroquer l'autre. Donc, c'est un critère possible. Peut-être que ce n'est pas le bon critère, mais en tout cas, ça serait une réponse satisfaisante à la question au niveau formel. Isaac, vous avez une question? Oui, ce serait pour dire, avec ce qu'Eva a dit, en fait, j'ai un problème, c'est que vous avez dit au début qu'il n'est pas vraiment obligatoire de faire 3 parties. Du coup, j'aimerais dire, en fait, avec ce qu'Eva a dit, elle a donné comme deuxième thèse, Ouais. il ne faut jamais dire la vérité, parce que je vois, c'est assez ambigu du fait de ne jamais dire la vérité, parce que à ce moment-là, c'est voilà, on considérera la personne comme un menteur, quoi. Du coup, c'est plutôt compliqué de ne jamais dire la vérité, de mon point de vue, en tout cas. Alors après, là, vous êtes Et en train de... Oui, allez-y. et du coup, peut-être juste faire 2 parties où il n'est pas bien de dire enfin, il faut dire la vérité, et deuxième partie, dans certains cas, il est préférable de ne pas dire la vérité. De ce que je Alors, vois, ouais, parce que pour vous, la thèse, il ne faut jamais dire la vérité, elle est vraiment tellement absurde qu'il ne faut même pas l'envisager. Mais alors là, essayez quand même de viser 3 parties, et surtout, quand vous avez une thèse comme ça qui vous semble tellement absurde qu'il ne faut pas l'envisager, essayez quand même de l'envisager. Essayez, c'est pour ça qu'on fait d'accord. de la philosophie, c'est pour essayer des idées qu'on ne se permettrait pas dans la vie courante. Donc, et pour essayer de comprendre d'autres personnes, je veux dire, parce que ça existe des gens qui pensent qu'il ne faut jamais dire la vérité. Regardez Donald Trump, c'est pour citer personne. C'est voilà, c'est quelqu'un, c'est évident qu'il, enfin, la vérité, c'est pas son souci. Et le monde entier sait que c'est un menteur. Et pourtant, il est président des États-Unis, donc enfin, il était. Hein, et voilà, donc essayez quand même de, ouais, vous faites une partie de Donald Trump, vous essayez de vous mettre dans la peau de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'il s'est dit Donald Trump pour faire ce choix-là de jamais dire la vérité? C'est donc, c'est D'accord, ça je qui est vois. intéressant, c'est comme ça que vous allez sortir de vos et vous allez comprendre d'autres personnes. Après, il faut peut-être pas trop les comprendre parce que vous allez devenir comme elle après, mais c'est quand même ça qui fait que enfin, la philosophie nous ouvre l'esprit parce qu'elle nous permet de voir d'autres manières de comprendre le monde que la nôtre. D'accord, d'accord. Merci. Alors juste une remarque, c'est que là, j'ai pris volontairement le dernier sujet parce que c'était plus facile, parce que vous avez un quantificateur. Hein, donc il y avait tous les désirs, aucun désir, quelques désirs. Là, c'était toujours aucun, quelques-uns. On pourrait avoir tout le monde, personne, certaines personnes. Alors, donc là, c'est vraiment mécanique. Par contre, sur les autres sujets, c'est plus compliqué d'appliquer ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que si je vous dis suis-je responsable de ce que je suis, bah là, c'est plus difficile de trouver 3 parties parce qu'il n'y a pas de quantification. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de plan? Je crois qu'on a manqué une partie. Moi qui bug. Ah, j'ai bugué? Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez entendu le fait que là, les 2 sujets qu'on a travaillés étaient faciles parce qu'il y avait des quantificateurs. Hein, donc, il y a plusieurs types de quantificateurs sur le temps, sur les gens, sur l'espace, partout, nulle part, quelque part. Ici, sur le nombre de choses, tous, aucun, etc. Donc ça, c'était facile. Par contre, sur le sujet, suis-je responsable de ce que je suis? Bah, si vous essayez d'appliquer ce que je viens de vous dire, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de quantificateur. Donc, est-ce que vous avez une idée de la manière dont on pourrait trouver 3 parties sur ce sujet? Je peux essayer? Oui, oui, allez-y. Akram.
Donc, dans la première partie, on peut dire que je suis responsable de ce que je suis. Ouais. Et dans la deuxième, je suis irresponsable ou je n'ai pas de responsabilité à l'égard de ce que je suis. Et en troisième partie, je pense que on peut, en tout cas selon moi, dire comment, comment ma oui, comment et pourquoi ma responsabilité est-elle la cause de ce que je suis. En tout cas, ce que je suis est-il la résultante de ce que je fais. Alors, Je ne sais là, pas si j'ai été compris. alors, les deux premières thèses, je trouve que c'est très bien. Sur la troisième, donc la première formulation que vous avez donnée, c'est une question. Donc, une partie, elle doit défendre une thèse. Hein, donc, d'abord, ça doit être une affirmation. Alors, dans un deuxième, ensuite, vous avez reformulé ça comme une affirmation en disant que ce que vous étiez était responsable de ce que vous étiez, ce qui correspond à la thèse sur laquelle on est responsable de ce que je suis. Donc, du coup, vous avez ramené votre troisième partie à la deuxième. Et donc, il faudrait une troisième thèse. Hein, donc, sur les deux premières, on peut les garder. Il faudrait une troisième thèse. Alors là, je vois beaucoup de mains levées, mais je ne sais pas si c'est exprès ou pas. D'accord. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de troisième thèse? Certaines choses me déterminent, et j'ai emprise sur certaines de ces choses, mais pas toutes. Oui. Alors, est-ce qu'on peut le formuler encore plus simplement, encore plus en rapport avec la question posée, avec les termes Je de la suis responsable de ce que je suis, mais pas de tout ce que je suis. Voilà, je suis responsable d'une partie de ce que je suis, et il y a une partie dont je ne suis pas responsable. Et la question, après, c'est votre thèse. Et pour que cette thèse soit intéressante et qu'elle soit justifiée, il faut que vous disiez de quoi est-ce que vous êtes responsable et de quoi vous ne l'êtes pas. Donc, en fait, on peut appliquer exactement la même logique. C'est-à-dire que finalement, la première partie, c'est je suis responsable de tout ce que je suis responsable de rien de ce que je suis. Et la troisième partie, c'est je suis responsable d'une partie de ce que je suis, mais il faut encore trouver un critère. Hein, par exemple, je suis responsable des habitudes que j'ai prises en sachant quel serait le résultat des habitudes. Ça peut être un critère. Hein, parce qu'il y a des habitudes qu'on prend simplement parce qu'on est dans une famille. C'est nos parents qui nous donnent les habitudes. Hein, si vous avez un enfant et que vous le faites fumer depuis qu'il a 6 mois, il va devenir fumeur sans avoir décidé. Et par contre, donc là, il ne sera pas responsable d'être fumeur. Hein, faites pas cette expérience. Hein. Mais si jamais vous décidez de fumer à 18 ans, vous savez très bien ce que ça signifie de fumer. Et donc là, si vous devenez fumeur ensuite, c'est vous qui êtes responsable parce que vous avez fait ça en connaissance de cause. Enfin, voilà, ça serait un critère. Je ne dis pas que c'est le bon critère, mais c'est juste un exemple pour vous dire le type de réponse qu'on attend en troisième partie. Et enfin, pour terminer, le plus difficile, la justice se mesure-t-elle à l'égalité? Ouais, j'ai vu une main disparaître. Alors, la justice se mesure-t-elle à l'égalité? C'est exactement la même chose. Vous pouvez partez déjà du oui et du non. Hein, donc, elle se mesure à l'égalité. La justice se mesure à l'égalité, c'est vrai. Alors, Raphaël, vous vouliez répondre? Non. Donc, donc très bien, hein, effectivement, c'est non. Hein, la justice ne se mesure pas à l'égalité, c'est la deuxième partie. Mais après, on pourrait dire que la justice ne se mesure pas seulement à l'égalité, mais qu'il faut autre chose. Hein, donc, si c'est ni qu'on peut mettre un égal entre justice et égalité, tout ce qui est égal n'est pas juste. On ne peut pas non plus dire que ça n'a aucun rapport, ça serait la deuxième partie. Hein, la deuxième partie, c'est que ça n'a aucun rapport, la justice et l'égalité, ça n'a rien à voir. Et troisième partie, on soutiendrait que pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait de l'égalité, mais pas seulement. Ou alors qu'il faut distinguer plusieurs types d'égalité. Par exemple, c'est ce que soutient Aristote. Aristote distingue une justice, une égalité qui est arithmétique et une égalité qui est proportionnelle. Donc, si l'égalité, c'est avoir exactement la même chose chacun, là, pour lui, ce n'est pas la justice. Par contre, si c'est une égalité proportionnelle, c'est-à-dire en fonction du mérite, là, pour lui, ça correspond à la justice. Par exemple, dans le cas du gâteau que j'ai donné tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça ne paraît pas juste? Parce que ce que chacun reçoit n'est pas proportionnel à ce que chacun a fait. Hein, et donc, ce qui serait juste, c'est que chacun ait une part du gâteau qui est proportionnelle au temps, par exemple, que la personne a passé à faire le gâteau. Et donc, il y a une égalité,
mais ce n'est pas une égalité juste de part, c'est une égalité en fonction de ce que chacun a donné. Donc, c'est vraiment le rapport entre deux choses, entre ce que une personne reçoit et ce qu'elle mérite. Voilà, c'est juste un exemple, hein, encore une fois, pour vous montrer le type de réponse qu'on peut donner en troisième partie. Est-ce que vous avez des questions? Oui, hein, c'est ça, hein, ce qu'on appelle l'équité, effectivement. Alors après, l'équité, c'est un terme qui, chez Aristote, est compliqué, parce que c'est aussi le correctif de la loi. Hein, mais effectivement, on peut dire que c'est l'équité, en un sens, d'équité. Mais du coup, avec cette histoire de pas seulement, on ajoute une nouvelle proposition. On ne fait pas que scinder les deux premières. Alors, je dirais qu'on dit là, si on dit que est-ce qu'on ajoute une nouvelle proposition? Oui, je dirais qu'il faut ajouter une nouvelle proposition. Et effectivement, alors, ça dépend. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'idée de justice est partiellement composée de celle d'égalité et qu'il faut ajouter autre chose. Ah, mais c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose que dans les deux premiers cas. Parce que voilà, c'est ni l'égalité ni la différence radicale. Et entre les deux, entre l'égalité et la différence radicale, c'est que c'est une partie, mais ce n'est pas le tout de la justice. L'égalité, c'est une partie de la justice, mais pas le tout de la justice. Voilà, mais après, en fait, pour mieux expliquer ce type de sujet, il faut utiliser une notion de condition nécessaire et suffisante. Hein. Donc, c'est un autre type de plan qui est aussi facile à faire, mais qui est un peu plus compliqué, où on dit, voilà, en fait, dans la première partie, il suffit d'avoir la justice, l'égalité pour avoir la justice. Dans une deuxième partie, ça n'a rien à voir. La justice et l'égalité sont indépendantes. Et dans une troisième partie, on dirait, il est nécessaire d'avoir l'égalité pour avoir la justice, mais il faut ajouter un autre ingrédient. Un peu comme si je vous demande s'il faut des œufs pour faire une omelette. Pour faire une omelette au fromage, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut en plus du fromage. Par contre, si je vous demande est-ce qu'il faut juste des œufs pour faire du gober d'œufs, oui, là, c'est suffisant. Hein. Dès que j'ai un œuf, je peux gober un œuf. Et puis, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des œufs pour faire du magret de canard? Là, c'est indépendant. Donc là, mes parties, ça serait œuf et l'œuf suffit pour faire mon plat. L'œuf est absolument pas nécessaire pour faire mon plat. Et troisième partie, c'est qu'il faut l'œuf plus autre chose. De la même manière, pour avoir la justice, soit il suffit que j'ai l'égalité pour avoir la justice, soit l'égalité et la justice n'ont rien à voir, soit il faut l'égalité pour avoir la justice, mais il faut quelque chose en plus. Voilà, donc pour la semaine prochaine, regardez le texte de Socrate que je vous ai, de Platon, pardon, que je vous ai mis dans sur Iris, hein, on le corrigera en cours. Ok, bon, merci pour votre participation et puis à bientôt. Bonne semaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur, Merci, au revoir. j'ai une question. Oui. Vous aviez donné à lire aussi la lettre à Ménécée, mais elle ne figurait pas dans les devoirs. Du coup, je voulais savoir si on allait l'aborder. Ou si je voulais l'aborder aujourd'hui, mais je crois que je vais laisser tomber parce que je voulais faire l'argument sur la mort. Hein, ou alors peut-être la semaine prochaine, rappelez-le-moi et on corrigera rapidement l'argument quand il explique pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. D'accord. Hein, donc c'est tout. À bientôt. Au revoir. Ok. Merci, au revoir. Au revoir.